Alors moi, je suis en pleine réflexion sur le retour définitif. Oui, définitif. Enfin, ça vous fait pas peur, vous, le retour définitif? Moi, rien que le terme, il me stresse. Alors, c'est comme si on vous disait, attention, vous allez rentrer et vous allez plus jamais en ressortir. Ça me fait penser au programme Mars One. Il y a des gens qui se portent volontaires pour aller vivre sur Mars dans 10 ans. Et ces gens-là, oui, ils ont un ticket aller sans retour. Ces gens-là ne pourront plus jamais revenir sur Terre. Donc là, oui, je suis d'accord, on peut parler de définitif. Et puis je me suis dit, pourquoi nous, les Tunisiens, on parle de ce terme? Pourquoi on utilise ce terme? Enfin, j'ai jamais entendu un étranger ou un Français qui vit en Tunisie dire ouais, moi, je réfléchis à rentrer définitivement en France. Et puis, je me suis dit, non, ce terme, en fait, j'ai appris qu'il avait une histoire, qu'il venait de... Voilà, qu'il n'était pas utilisé de nulle part. Et en fait, ce terme-là vient des années 70. En fait, en 1973, la France, crise pétrolière, chômage, voulait que les étrangers, leur a proposé en tout cas, une procédure de départ volontaire. Et cette procédure de départ volontaire, en fait, les étrangers déclaraient leur retour définitif, ils recevaient une indemnité et ils rendaient leurs papiers. Et à cette époque, en 1973 ou dans les années 70, ça voulait vraiment dire quelque chose. La communication, les transports, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc ça avait vraiment un sens. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui, femme tunisienne de 30 ans, ce terme de retour définitif? Alors moi, il y a 12 ans, j'étais à cette époque en train de préparer le bac. Je me préparais surtout à quitter Tunis et à partir à Paris. Enfin, quand je me souviens de cette effervescence du départ, ce stress mélangé d'envie en fait, pour moi Paris c'était le rêve, c'était les terrasses, c'était les théâtres, c'était la bohème. Et puis en même temps j'étais stressée, j'avais peur de quitter Tunis, j'avais peur de quitter ma famille, j'avais peur de quitter certains amis. Et donc, voilà, donc c'était vraiment un sentiment étrange. Et aujourd'hui, quand je réfléchis au retour définitif en Tunisie, en fait, j'ai ce même sentiment, j'ai peur. Alors je me suis dit, est-ce que je suis la seule à avoir peur? Parce que je vois des gens qui sont très enthousiastes. Eux, ça y est, j'ai la nationalité, je rentre en Tunisie. Et puis, donc je me suis dit, je vais faire une étude, je vais faire un sondage. Et puis je leur ai demandé, est-ce que vous envisagez de rentrer en Tunisie? Alors il y a ceux qui sont déjà rentrés, qui sont très satisfaits, donc c'est déjà assez rassurant. Et puis il y a ceux qui disent, oui, je veux rentrer, mais à long terme. À long terme, je ne sais pas vous, mais moi, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. Enfin, c'est comme moi qui ai fait de la finance de marché, qui me disait, oui, je vais rentrer à long terme en Tunisie. Enfin, ça veut surtout dire, je ne veux pas me prendre la tête. Et puis je leur ai dit, pourquoi rentrer? Et dans ce pourquoi rentrer, hormis les raisons habituelles, les raisons personnelles, en fait, il y a une nouvelle variable dans l'équation. Il y a une nouvelle variable, c'est rentrer en Tunisie pour la révolution. Parce qu'il y a eu une révolution dans notre pays, parce qu'il y a une effervescence d'opportunités, parce qu'on veut construire la Tunisie de demain. Et en même temps, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ces gens-là ont aussi des craintes. Alors bon, on m'a cité la sécurité. C'est vrai qu'en Tunisie, on a vu des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. On m'a parlé de liberté. Alors moi, j'ai dit, mais pourquoi on parle de liberté? On a quand même fait une révolution pour être libre, ça ne devrait plus être un problème. On m'a parlé de bureaucratie. Bon, c'est anecdotique, mais bon, on connaît tous le fameux Arja Rodoua, revient demain, de la bureaucratie tunisienne. Et voilà, mais ces gens-là ont aussi des envies, parce que quand on se réveille à Paris à 8h du matin, qu'il fait noir, qu'il pleut, qu'on est sous la pluie pour aller travailler, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne suis pas au soleil à Tunis avec ma famille? Et voilà, donc autre chose. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué dans cette étude, c'est que les Tunisiens de l'étranger se sentent entre deux chaises. Ils se sentent entre deux chaises, ils sont le produit de deux sociétés. Parce que quand je leur ai donné une baguette magique, et que je leur ai dit, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez?
Alors il y en a qui m'ont dit, je veux faire un mélange de la France et de la Tunisie. D'autres m'ont dit, je veux transformer Tunis en Singapour de la Méditerranée. Je ne sais pas si vous avez vu Singapour. Et puis il y en a qui m'ont dit, encore plus étrange, on m'a dit, je veux injecter le dévouement que les Japonais ont dans le dévouement dans leur travail, dans le cerveau des Tunisiens. Est-ce que vous savez qu'il y a une loi qui est sortie au Japon pour obliger les Japonais à prendre des vacances? Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver en Tunisie. Enfin bon, tout ça pour dire que nous sommes aujourd'hui un mélange de deux sociétés. Parce que quand on vit à l'étranger, 10 ans, ou plus, ou moins même, en fait, on acquiert des valeurs, on acquiert surtout une échelle de valeurs. On acquiert un nouveau code de société, on apprend de nouveaux codes. Et donc, quand on parle de retour en Tunisie, on va devoir se réadapter, en fait, à notre code de société initial, à ces repères que l'on avait initialement. Mais dans l'échelle de valeurs qu'on a acquis, dans les codes qu'on a acquis à l'étranger, il y a des choses qui nous sont chères et qu'on risque de ne pas retrouver forcément en Tunisie. Et donc, la phrase qui était la plus parlante pour moi, en tout cas celle que je ressens, c'est « j'ai changé et je veux changer les choses en Tunisie. Je dois y contribuer, c'est ma seule motivation. Je veux que mes enfants soient fiers de leur pays. » Alors voilà, nous sommes un mélange de deux sociétés, et quand on parle de changement, le grand changement qui a tout bousculé, qui a changé même ce concept même de retour définitif, c'est la révolution. La révolution, tout est nouveau, tout est possible, on n'a plus de limites, on n'a plus de barrières, il n'y a plus de plafond de verre. Aujourd'hui, on peut faire des choses en Tunisie, aujourd'hui, on peut construire la Tunisie de demain. Mais quand je pense à ça, avec toute cette envie, cette effervescence, je pense aussi que nous, en fait, cette génération, nous sommes aujourd'hui les bâtisseurs de la Tunisie pour les futures générations. Nous sommes aujourd'hui ceux qui vont vraiment nous investir, nous battre au quotidien pour défendre des valeurs, pour construire une Tunisie dont nous serons fiers. Et donc, en fait, ça me fait penser à la génération, dans un tout autre contexte, des générations des bâtisseurs de Dubaï. C'est complètement différent, mais quand la génération des bâtisseurs de Dubaï, on peut se demander s'ils ont vraiment profité du Dubaï qu'on voit aujourd'hui et qu'on n'a pas besoin de vous décrire. Ils ont travaillé à la sueur de leur front pour construire, en tout cas, un lieu où ils se sentent bien. Aujourd'hui, dans la question du retour définitif, on peut se poser cette question. Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de me battre de l'intérieur? Est-ce que j'ai envie, aujourd'hui, de construire la Tunisie de demain de Tunis? Parce qu'on peut le faire de l'étranger. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est à l'étranger qu'on n'est pas concerné par notre pays. Au contraire, le jour où il y a eu la révolution, je pense qu'on était tous scotchés, tous frustrés à se dire « mais qu'est-ce qui se passe? J'y suis pas ». Et au final, il y a 1 million ou plus d'1 million de Tunisiens, on n'est que 11 millions. Et on se dit, voilà, il y a des investissements qui sont possibles, il y a l'associatif, il y a les projets qu'on peut faire en Tunisie. Donc la question qu'on se pose quand on doit rentrer en Tunisie, est-ce que j'ai envie de me battre de l'intérieur, localement, en changeant ma résidence? Et puis quand je pense à la Tunisie, à la révolution, je pense à la femme tunisienne. Je pense à la femme tunisienne parce qu'on est tellement fiers à l'étranger. Alors moi, c'était un sujet sur lequel il ne fallait pas me lancer. Je disais, oui, la femme tunisienne, c'est une femme forte, c'est une femme moderne. Nous, en Tunisie, on a eu le droit de vote avant la femme suisse. Donc, on est l'exception du monde arabe. Je leur parlais de notre héritage, je leur parlais de Tahar Hadid, qui, déjà dans les années 30, se battait pour la femme tunisienne. Il en avait fait son combat, entre autres. Et il avait déjà abordé à l'époque, à travers sa lecture moderne du Coran, les questions de la polygamie, les questions du voile, les questions du divorce, les questions, enfin bref, beaucoup de questions qu'on se pose même aujourd'hui dans notre société. Et puis ensuite, ça a été repris à travers le Code du statut personnel en 1956. Et puis, je me dis, il y a aussi quand même un paradoxe. Il y a un paradoxe parce qu'entre cette fierté démesurée et entre la réalité,
on peut se dire qu'il y a un paradoxe. Quand je pense que ces 4 dernières années, la femme tunisienne a été au centre d'un débat pour être complémentaire de l'homme. C'est un débat qui aujourd'hui ne devrait même pas avoir lieu. Et aujourd'hui, on a proposé que la femme soit complémentaire de l'homme. Alors je me dis que rien n'est acquis, que tout cet héritage, bon heureusement, c'est pas passé, mais tout cet héritage, on ne pouvait pas en débattre. Et je me demande surtout quand est-ce que toutes les femmes de toutes les classes sociales, de toutes les régions en Tunisie auront le droit de choisir librement leur mode de vie. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question du retour définitif en tant que femme tunisienne sans se dire, moi, si je rentre en Tunisie, je vais me battre au quotidien, même par des actions simples, pas forcément en le criant tous les jours, mais même par des actions simples pour se battre pour nos droits, pour faire évoluer certaines mentalités, pour faire évoluer nos droits, qui était une avancée incroyable à l'époque, mais on a toujours des choses à faire sur ce sujet. Et donc, c'est une question qui se pose. Et parmi toutes ces questions qui se posent au sein même de la question du retour définitif, c'est est-ce que, aujourd'hui, comment je vais résoudre cette question, comment je vais prendre une décision? Alors moi, je me suis dit, je vais puiser ça peut-être dans mon travail, vu que c'est rationnel, je me suis dit, je vais faire peut-être un comparatif. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis risk manager. Donc, je travaille dans les métiers de l'investissement, en gestion d'actifs. Et aujourd'hui, on fait de la gestion de conviction. La gestion de conviction, on croit en un marché, on croit en une valeur. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se dire, oui, j'y crois, et puis je vais mettre tout mon argent dessus, et puis advienne que pourra. Non. Aujourd'hui, on a des risques, on a des limites de risque qui contrôlent tout ça. Et donc, par exemple, lorsqu'on va ouvrir un fonds, on a des limites pré-trade et on a des limites post-trade. On a des limites pré-trade, par exemple, qui interdisent la vente à découvert. Et dans les limites pré-trade, l'ordre ne passe pas. Si le gérant veut passer une vente à découvert, l'ordre ne passe pas. Et puis, il y a les limites post-trade. Alors ça, les post-trade, ça se déroule autrement. Par exemple, un client va vous dire, pour un fonds dédié, moi, je ne veux pas m'investir à plus de 30% sur la dette émergente. Et le jour où, par des fluctuations de marché ou par un ordre, cette limite est dépassée, dans ce cas-là, on va avertir le gérant pour réajuster son ordre. Mais aussi, une fois l'ordre ajusté, on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, avec la stratégie, cette limite convient toujours? Est-ce qu'on peut modifier cette limite? Aujourd'hui, le gérant peut nous dire, non, moi aujourd'hui, dans le cadre de ma stratégie, je veux aller à 25%. Et donc, on va demander au client son avis, et puis il va nous dire s'il le souhaite ou non. Donc au final, c'est pareil pour le retour définitif. Aujourd'hui, on va se fixer des limites. Il faut qu'on connaisse nos limites, il faut qu'on connaisse nos lignes rouges, il faut qu'on sache ce qui est important pour nous, il faut qu'on sache ce qu'on ne veut pas perdre. Et donc, il faut, par exemple, je peux me dire, moi, je ne suis pas prête à rentrer à Tunis maintenant. Je ne suis pas prête, c'est une limite pré-trade, je ne dépasse pas la frontière. Ou bien je peux me dire, oui, moi je suis prête aujourd'hui à rentrer en Tunisie. Mais en Tunisie, je me fixe des règles, je me fixe mes limites. Et puis si elles sont dépassées, je réajuste. Ou bien, je me dis non, cette limite était trop contraignante, vu de l'extérieur ça me paraissait bien, mais finalement non, je veux la réajuster, je peux l'augmenter. Et au final, c'est cette philosophie que j'aimerais appliquer aujourd'hui à ce choix. Au final, les métiers de l'investissement, c'est quoi? C'est maximiser le rendement sous contrainte. Alors moi, aujourd'hui, ce que je veux faire, au final, cette question, ce n'est pas est-ce que je rentre ou non, ce n'est pas la question du retour définitif, mais c'est la question de comment maximiser mon bien-être sous contrainte où que je sois. Que je sois à Paris, que je sois à Tunis, l'important, c'est de maximiser mon bien-être. Et donc, moi, je vais vous proposer de continuer à échanger sur ce sujet, sur la question du retour définitif, mais surtout
à travers cette question, comment maximiser notre bien-être sous contrainte, où que l'on soit. Merci.